Voilà, après la célébration de la journée du migrant et des réfugiés, aujourd'hui, on ne s'intéresse qu'aux réfugiés. Cette journée leur est consacrée. Quelle est l'origine de cette journée? Eh bien, on revient aussi sur le statut du réfugié. Ce soir, on reçoit Fidèle Kikan. Fidèle Kikan, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. C'est moi. Vous êtes directeur exécutif d'Amnesty Bénin et comme je le dis souvent, le plus grand défenseur des droits humains. Pas évident, mais on essaie. D'accord. Alors, comme défenseur des droits humains, les réfugiés aussi font partie des humains. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont besoin d'être défendus aussi? Absolument, parce que déjà, voilà, le fait d'être réfugié, le fait d'être reconnu comme un réfugié, c'est déjà la reconnaissance d'une vulnérabilité extrême. Parce que c'est des personnes qui ont quitté leur milieu de vie naturel, leur pays, et qui sont allées demander ce qu'on a appelé la protection internationale. Quelqu'un qui demande la protection, c'est quelqu'un qui est vulnérable. Et donc, de par ce statut déjà, ils ont droit à une protection. Et qui dit protection dit devoir et exigence de la part des États. D'accord, alors devoir et exigence de la part des États, mais avant, on a tous été choqués justement par cette annonce-là quand on nous parle de plus de 70 millions de déplacés en 2018. Tout le monde a été choqué, mais tout de suite, on s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas que des réfugiés. Quelle est la différence entre un déplacé et un réfugié? C'est vrai que la thématique est devenue beaucoup plus complexe parce qu'on parle de déplacés, on parle de migrants et on parle de réfugiés. Même à l'intérieur des déplacés, des migrants, il y a plusieurs thématiques. Et finalement, il y a une thématique ou une notion globale qui essaie de prendre tout ça en compte. On parle de migration mixte. Et dans les migrations mixtes, vous ne pouvez pas encore voir le réfugié. En fait, il est difficile de voir le réfugié sur les routes migratoires. Parce que réfugié, c'est un statut qui vous est reconnu et qui peut vous être aussi enlevé ou déchu. Donc, pendant que vous êtes sur les routes migratoires ou pendant que vous êtes dans la quête d'asile, vous êtes reconnu comme soit migrant, soit déplacé ou, au mieux, demandeur d'asile quand vous avez formulé la démarche vers l'État qui vous accueille pour pouvoir être réfugié. Et selon la procédure qu'on appelle la procédure de détermination du statut de réfugié, cet État, par les organes qui sont mis en place et qui sont prévus par la Convention de 51, et les autres protocoles, vous reconnaissent un statut de réfugié et c'est à partir de ce moment que vous pouvez exercer vos droits devant cet État-là en tant que réfugié. Alors déjà, quand on dit réfugié dans un pays, à quoi est-ce que cela renvoie? Déjà, ça renvoie au cadre juridique. Donc, je référais tantôt la Convention de 51, oui. La Convention de Genève. Ensuite, il y a deux protocoles majeurs, le protocole de 67 et ensuite le protocole de 1969, qui reprécisent le statut de réfugiés africains, etc., etc. Donc, dans ces instruments-là, vous avez la définition, vous avez les critères, vous avez les procédures de détermination de statut et les astreintes ou les engagements que les États ont pour pouvoir respecter tout ceci. Et donc, en vrai, vous avez, par exemple, pour revenir rapidement à un État comme le Bénin, vous avez donc, au niveau des États, l'internalisation de cet arsenal international. Mais si vous permettez, est-ce que cela est transversal ou tous les pays sont obligés de respecter ce statut international? Tous les pays membres ou pays États partis à la Convention de 51 sont obligés. Quand vous êtes parti à une convention, vous êtes obligé de respecter. Maintenant, sur la question des réfugiés en général, et c'est là où intervient la notion du pacte global sur les réfugiés. Sur les réfugiés en général, il faut bien comprendre que c'est une menace planétaire. Et donc, il y a deux notions, deux principes qui sont mis en avant pour défendre le pacte global. C'est la notion d'humanité. Est-ce que nous sommes tous humains? Si nous sommes tous humains, donc nous sommes sur le principe d'humanité. Et ensuite, le principe de solidarité. On est très fiers de parler de monde, de village planétaire. Et donc, il faut bien comprendre que si la question des réfugiés, le flux des réfugiés n'est pas bien géré entre les États, n'est pas bien réparti, les déséquilibres créés dans un coin de la planète
pourrait avoir des effets dominos sur les autres coins. Donc la responsabilité doit être partagée. Partagée. On en reviendra certainement au gouverneur et au gouvernement tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on puisse se préciser parce qu'il y a certainement des réfugiés qui nous suivent, ils l'ont peut-être oublié. Quand on est réfugié, on a des droits et on a des devoirs. Parlez-nous d'abord de ces droits-là. Déjà, les droits en tant que réfugié, sauf que vous ne pouvez pas voter, sinon vous avez accès à toute la gamme en tant que droit, en tant qu'humain, En tant que citoyen d'un pays. En tant que citoyen, parce que le statut de réfugié vous confère les mêmes droits que les citoyens du pays dans lequel vous êtes. Sauf celui de voter. Sauf celui de voter, entre autres. Maintenant, c'est sur les devoirs qu'il y a la différence. Oui. C'est-à-dire qu'un État ne peut pas déchoir son propre citoyen, par exemple, de sa nationalité. Oui. Mais par contre, on peut vous retirer votre statut de réfugié quand vous vous compromettez dans certains actes qui touchent à la sécurité nationale, par exemple, au terrorisme, etc. Donc, c'est dans l'expression des devoirs vis-à-vis de l'État que votre statut de réfugié est mis à mal ou que le distinguo est fait entre vous et le citoyen normal. D'accord. Maintenant, quels sont ces devoirs-là? Alors, les devoirs que vous avez, c'est ça que je viens de dire tantôt, c'est-à-dire que vous avez l'obligation de respecter les règles du pays dans lequel vous êtes. Vous êtes sa législation, vous êtes obligé de rester dans les limites de votre statut de réfugié, etc., etc. Vous n'allez pas faire mal au pays qui vous accueille, etc., etc. D'accord. Maintenant, quand le réfugié a l'impression d'être lésé dans l'un de ses droits, est-ce qu'il a des moyens de recours? Bien entendu, le réfugié, en tout cas le statut de réfugié est organisé sur le plan institutionnel. Dans notre pays, par exemple, vous avez la Commission nationale chargée des réfugiés. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle parce que cette commission-là a été installée ce matin même par le ministre de l'Intérieur. Donc, vous avez cette commission et à l'intérieur de cette commission, vous avez les comités qui conduisent les différentes étapes de la procédure de détermination du statut de réfugié et vous avez au bout de la chaîne les voies de recours. Les voies de recours peuvent être le comité de recours qui est à l'intérieur de la commission ou alors vous avez aussi les droits de recours au niveau des juridictions de votre pays et vous avez aussi la société civile qui peuvent à tout moment des étapes de la procédure vous accompagner, vous assister sur le plan juridique et parmi ces institutions par exemple il y a Amnesty qui a une clinique légale qui assiste et accompagne les réfugiés sur tout le long de leur statut, de la procédure et aussi de leur vie ici. On rappelle que vous êtes le président d'Amnesty Bénin, mais déjà moi j'aimerais qu'on puisse revenir sur cet aspect-là. Quand on parle de l'égalité, on a tôt fait parfois d'oublier qu'il y a des susceptibilités. Quand le réfugié à un moment ou un autre s'oublie et pense qu'il est dans son pays puisqu'il n'a aucun souci finalement, est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'un accompagnement au quotidien pour leur montrer finalement, voilà, tout ce que vous pouvez vous permettre de faire, et ceci, vous ne le devez en aucun cas? Effectivement, vous faites référence à un des problèmes majeurs que les réfugiés ont dans tous les pays, c'est le déficit d'information et d'accompagnement. Oui. Effectivement, donc, et c'est dans les deux sens, c'est sur les réfugiés eux-mêmes, mais aussi sur les populations dans lesquelles ils sont accueillis. Et ce devoir-là doit être géré concomitamment avec les structures de l'État et aussi les organisations de la société civile pour rappeler et accompagner au jour le jour tel que vous le dites et au cas par cas, situation par situation, expliquer aux gens quelle est la conduite qu'ils doivent tenir, aussi bien les réfugiés que les populations parmi lesquelles ils vivent. Alors, vous parlez tantôt d'une bonne nouvelle. Cette commission nationale, elle vient certainement à jouer de l'eau au moulin de ceux qui disent que le Bénin est une terre d'accueil pour les réfugiés, mais être une terre d'accueil ne veut pas forcément dire une terre qui protège et qui prend soin des réfugiés, n'est-ce pas? Oui, il faut dire clairement et reconnaître qu'il y a une volonté politique à assainir et à améliorer la qualité du système asilaire au Bénin. Et donc, je n'en veux pour preuve que cette nouvelle commission nationale en charge des réfugiés, nous avons un avant-projet de loi sur le statut de réfugié qui n'est pas encore pris, mais qui est là. Et le ministre de l'Intérieur a fait une annonce assez intéressante aujourd'hui qui montre un pas prépondérant du Bénin, c'est que désormais, il sera possible aux réfugiés qui en démontrent la capacité et apportent les preuves de pouvoir, par exemple, postuler au prochain concours de recrutement des enseignants. Ça a été annoncé aujourd'hui et c'est quelque chose de très fondamental. Maintenant, et ce n'est pas courant dans tous les États. Hein? Ce n'est pas courant dans tous les États. Parce que souvent, il y a une discrimination. Exactement. Au moins dans la quête de l'emploi.
Exactement, et quand on sait que tout le monde, tous les pays font face au chômage, et effectivement, c'est une décision courageuse de l'État béninois qu'il faut encourager. Mais il faut demander aussi qu'on aille un peu plus loin, parce que parmi les plus de 1600 réfugiés que nous avons au Bénin, nous avons quand même 44% de femmes et un peu plus de 30% d'enfants. Et nous n'avons pas malheureusement une insertion d'office dans le tissu social. Par exemple, les réfugiés ne peuvent pas postuler au fonds d'indigents. C'est vrai qu'il y a des négociations, il y a quelques faits qui sont avérés, mais il faut que l'État puisse aussi aller dans l'implémentation de ce qui a été déjà prévu depuis l'ordonnance de 75. Oui, mais est-ce que vous ne craignez pas que les citoyens même aient l'impression d'être en concurrence directe avec des réfugiés? En fait, je reviens sur les principes fondamentaux, l'humanité et la solidarité. D'accord. On est humain, on est solidaire. C'est ça, parce que ces personnes-là, de toute façon, si nous ne les protégeons pas, d'abord, il y a une violation de leurs droits, mais nous sommes en train de créer aussi dans l'arrière-plan du pays... Des nids d'insécurité. Voilà, des nids d'insécurité. Donc, l'un dans l'autre, et dans la vision du pacte global et dans la vision globale des objectifs de développement durable, où nous avons dit que nous ne laisserons personne de côté. Et donc, je pense que c'est un élan de solidarité et d'humanisme que notre État a pris. Et sur le plan social, nous espérons qu'avant la fin de cette année, parce que le plaidoyer est assez avancé avec le ministère des Affaires sociales, nous espérons que ça va pouvoir avancer. Je vais pouvoir, par exemple, vous relever qu'il y a toute une communauté des Ogoni, quelque part à Ouidah, près de 300 personnes, ou peut-être même plus, nous sommes en fin d'évaluation, mais qui vivent dans un dénuement total. C'est quelque chose que nous avons presque fini de documenter, que nous allons porter à l'attention des autorités. Et nous espérons que tous ceux-là seront pris en compte dans le tissu social de notre pays. Fidèle Kekan, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous annoncez donc une bonne nouvelle. Nous avons maintenant une commission nationale qui s'inquiète et qui s'intéresse aux réfugiés. Les réfugiés donc n'ont plus rien à craindre. Ça ne veut pas dire qu'il faut, que tout le monde vienne ici, mais si vous venez, on va vous accueillir, ça c'est sûr. N'est-ce pas, Fidèle Kekan? Oui, c'est sûr, mais il faut le dire, le Bénin devient de plus en plus terre d'accueil, parce qu'avant, nous recevons les réfugiés des pays africains, mais de plus en plus, on a des Érythréens, des Jordaniens, des Yéménites. Ça veut dire que, disons, le havre de paix, plus ou moins, que nous constituons, attire, et donc cela est demandeur aussi de responsabilité au niveau de l'État béninois.